tout d'abord, je remercie évidemment, je vous remercie de m'avoir invité pour m'exprimer devant vous, et particulièrement à M. Zayana qui m'a invité. Voilà, mon exposé s'intitule « La géométrie dans les jeux vidéo ». Mais d'abord, qui suis-je? Alors, je suis un doctorant en informatique à l'Université Paris-Saclay. Je suis en 2e année de thèse en informatique. Et en fait, avant ça, j'ai été en fait lycéen à Marseille et par la suite, j'ai été auditeur libre à l'ENS de Lyon en informatique. J'ai été admis sur dossier et j'ai pu passer en fait un. Merci. Ok. Et j'ai pu en fait passer un second concours qui m'a permis de rentrer à l'ENS Cachan en 3e année, donc normalien en informatique. Et par la suite, j'ai passé l'agrégation de mathématiques option informatique l'année dernière. Et je l'ai obtenu. Et pour ce qui est en fait de mon approche, moi je suis passionné d'algorithmique et j'ai découvert ça en fait via des concours dès la terminale. Donc il y a un concours qui s'appelle Prologin qui est ouvert aux jeunes de 20 ans et moins, je vais en parler par la suite. Et après ce concours, lorsque j'ai pas pu y participer, je suis rentré dans l'organisation de ce concours et j'ai commencé à rédiger des sujets d'algorithmique. Et suite à ça, j'ai présidé le concours. Et par la suite, en fait, c'est le magazine Tangente qui m'a proposé de présider en fait le jury d'un concours de jeux vidéo qu'il organise pour des lycéens. Et c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Alors Prologin, qui est le concours d'informatique, c'est un concours qui est gratuit et ouvert aux jeunes de 20 ans et moins. Il est organisé par des étudiants d'EPITA et des écoles normales supérieures et d'écoles polytechniques. En fait, ce sont souvent des anciens candidats qui prennent le relais. C'est une association loi 1900. Donc ça se déroule d'octobre à mai. Alors je vais vous expliquer pourquoi je détaille tant. Donc ça commence par un questionnaire de sélection en ligne. Ensuite, il y a des épreuves régionales sur différents campus. En fait, c'est sur les campus des écoles lyonnaises qui sont des écoles privées auxquelles appartient EPITA. Et la finale, c'est une compétition d'intelligence artificielle. Alors le principe, c'est que l'organisation du concours, c'est-à-dire les organisateurs du concours Prologin, ils créent un jeu, donc ils créent un jeu vidéo, et en fait chaque candidat, parmi les 100 finalistes qui sont invités à la finale, a 36 heures pour programmer un champion qui joue à ce jeu vidéo. Alors par exemple, et c'est un tournoi qui détermine le palmarès des 100 candidats. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, en fait, on avait créé une sorte de jeu d'échecs qui était une version minimale du jeu d'échecs. Et donc un candidat devait renvoyer un coup pour une des pièces. Et celui qui a gagné, en fait, on n'avait pas compris, il avait un code qui gagnait au bout de 3 coups. Et en fait, c'était son algorithme qui avait trouvé une sorte d'équivalent du mat du berger, c'est-à-dire que si jamais on ne reculait pas son roi d'une case au début de la partie, il avait trouvé une sorte d'association de coups qui faisait qu'il faisait mat en 3 coups à chaque fois. Voilà, donc c'est ce genre d'anecdote qu'on peut relater. Et en fait, on est aussi très fiers d'avoir eu une fille de 15 ans qui est arrivée 6e en 2012. Donc ce qui prouve que ce ne sont pas nécessairement des jeunes de 20 ans qui sont invités à la finale. Et le prix Bernard Novelli, qui est le concours organisé par Tangente, il est ouvert aux lycéens, notamment en fait les étudiants de spécialité ISN. Et chaque candidat doit programmer soit un jeu logique, soit un champion qui joue à un jeu logique. Donc pour donner un exemple, un jeu qui a été primé l'année dernière, c'est ce jeu-là où en fait qui consiste à balader un dé sur une grille. Et en fait, le dé ne peut se déplacer que si la face qui correspond à la face sur laquelle il atterrit, en fait, est celle de la face du dé. Il faut que ça matche, sinon le dé ne peut pas avancer. Et en fait, on doit aller de la case en bas à gauche à la case en haut à droite. Donc il a fait ça, et il a fait ça en 3D, et il a fait ça plutôt bien. Donc ce jeu-là, il était ex aequo avec un autre qui avait fait une sorte de jeu qui faisait plus appel à de l'arithmétique. Voilà.
Alors les objectifs de ma présentation aujourd'hui, c'est donc de vous présenter des exemples de géométrie de collège, notamment, enfin dans les jeux vidéo qu'on a dans tous les jours. Et je vais même vous présenter en fait comment construire un jeu de casse-briques à partir de zéro en JavaScript. Et enfin, je terminerai par des initiatives liées à l'expérimentation par les élèves, mais j'ai cru comprendre que vous connaissiez presque tous le Castor informatique et le concours d'algorithmique pour collège et lycée. Alors voilà. Sur les jeux vidéo, donc ce qu'il faut dire déjà dessus, quelques chiffres, c'est que 95% des jeunes de 10 à 14 ans jouent à des jeux vidéo. Et c'est une étude récente en fait d'octobre 2014, là je vous ai mis les sources dessous. Et 50% des joueurs sont des filles. On a la parité totale. Et la France est le deuxième producteur de jeux vidéo, je l'ai entendu hier lors d'un atelier Scratch. Alors voilà, les sources en fait, donc ça date d'octobre 2014. Il s'agit de l'essentiel du jeu vidéo. Et c'est fait par le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Voilà. En fait, aujourd'hui, avec les smartphones, c'est encore plus facile pour un jeune d'avoir un accès aux jeux vidéo un petit peu partout. Et il y a en fait, donc, il y en a de nombreux types et je ne peux pas tous les traiter lors de ma présentation. Et puis même, ils ne correspondent pas tous au thème de la géométrie. Donc je vais surtout parler de puzzles, de jeux de plateforme et de jeux de tir. Mais pas de jeux de sport, même si effectivement il y a quand même de la géométrie dedans, ni des jeux de stratégie un petit peu comme la Risk, ou des jeux de simulation comme SimCity, où en fait on doit se faire passer pour le maire d'une ville et construire des bâtiments. Alors ce que je vous propose, c'est en fait de voir les jeux vidéo sous trois aspects. En fait, donc c'est une vision un peu simpliste, c'est une sorte de grille de lecture, mais ça permettra déjà de dire beaucoup de choses qui sont liées à la géométrie dans les jeux vidéo. Donc s'intéresser à l'univers, les commandes d'un joueur vis-à-vis du jeu, et l'interaction que les différents éléments qui sont dans le jeu vidéo en fait, peuvent entretenir les uns avec les autres. Donc déjà, en fait, on sait que donc l'univers du jeu vidéo, ça correspond à diverses géométries. Donc, les questions auxquelles il faudra répondre, c'est dans quel univers les éléments du jeu évoluent-ils? Qu'est-ce qui se passe lorsque je vais aux frontières de cet univers? Est-ce que la personne elle est confinée dans un certain espace où elle peut passer d'un endroit vers un autre? Et quel est le point de vue du joueur? C'est-à-dire, est-ce qu'il se situe au-dessus de l'action ou en fait dans l'action ou sur le côté? Pour ce qui est des commandes qui sont des actions possibles, donc le deuxième axe, c'est comment contrôler le personnage du joueur, quelle transformation le joueur peut effectuer sur les éléments du jeu. Et donc en somme, qu'est-ce que le joueur peut faire? Tandis que l'interaction, ce sera la question de savoir s'il y a une collision, et en fait c'est peut-être le point le plus important que j'aborderai dans tout cet exposé, qui est de savoir, en fait, on a envie de savoir si les éléments rentrent en collision, ce qui aboutit à divers résultats. Donc comment se comporte le personnage du joueur face aux autres objets, quelles sont les conditions de dégâts ou de fin du jeu, puisqu'elles sont liées à des détections de collision souvent, et donc en somme, qu'est-ce que le joueur ne peut pas faire. Donc je vais passer en revue plusieurs jeux vidéo et je vais exprimer donc en quoi consiste univers, commandes et interactions pour chacun de ces jeux. Et entre-temps, de temps en temps, je partirai sur une version un petit peu mathématique, enfin j'insisterai sur un certain aspect. Donc l'un des jeux les plus joués qui soit en fait, donc et qui correspond en fait à un univers assez simple, c'est Zelda. Donc j'ai une grille extensible, c'est-à-dire que le joueur se déplace dans une certaine grille, et en fait lorsqu'il va au-dessus, il aboutit sur un autre carré, un autre rectangle. Et donc ce jeu-là est vu de haut, donc les commandes que j'ai, c'est que je peux aller vers le haut, vers la gauche, la droite et le bas. Et les interactions que j'ai avec les différents éléments, ce sont soit des obstacles, soit des projectiles, différents objets que je peux ramasser, ou même tirer. Super Mario, alors là en fait on va avoir beaucoup de choses à dire sur Super Mario. C'est donc un jeu de plateforme et qui est donc il se déroule sur un univers continu qui avance en fait avec des transitions horizontales. Et le contrôle, c'est que je peux me déplacer vers
je peux sauter vers le haut, ensuite aller vers la gauche, vers la droite. Et les interactions, c'est le sol. Donc c'est-à-dire, en fait, j'ai besoin de détection de collision, sinon mon objet, par exemple, mettons... Alors, je ne vais pas parler de gravité, puisque ça touche plus à des moteurs physiques. Donc je vais m'intéresser donc à la géométrie des objets. Mettons que j'ai mon Mario, j'ai besoin de m'assurer qu'il va atterrir sur la plateforme. Et il faudra que je distingue entre s'il tombe à gauche dans le trou, auquel cas la partie est terminée, ou s'il tombe sur le sol au milieu, auquel cas il faut que ce soit bien pris en compte par le jeu vidéo. Les obstacles l'empêchent d'avancer, les projectiles qui lui causent du dégât. Et ce qui est intéressant dans Mario, c'est que si jamais, en fait, donc si vous voyez Mario comme une sorte de rectangle, donc compris dans un rectangle qu'on va appeler une hitbox, mais je vais rester sur rectangle, et que vous considérez le rectangle d'un ennemi, en fait, si Mario atterrit sur l'ennemi, en fait, il tue l'ennemi. Par contre, s'il se fait toucher par l'ennemi par un quelconque endroit, en tant que rectangle, eh bien, en fait, il meurt. Donc, ce qui m'amène à la détection de collision entre deux rectangles. Et donc ça, c'est un exercice un peu d'algorithmique sur lequel on peut insister. Donc je me donne en fait des coordonnées de deux rectangles qui sont x, 1a, donc a correspondrait au rectangle rouge et b au rectangle bleu. Et je me donne en fait les coins inférieur gauche et supérieur droit. Et je veux savoir à partir de leurs coordonnées s'ils sont en collision. Alors la première intuition, c'est de se dire, on regarde si l'un des coins d'un des rectangles est inclus dans l'autre rectangle. Mais en fait, ça ne marche pas, par exemple, comme on peut le voir sur cette figure-là. Donc ça ne suffit pas, puisque chacun des coins n'est pas contenu dans l'autre rectangle, et pourtant ces deux rectangles sont en collision. Et en fait, cet exercice-là est très piégeux, il est vachement utilisé. Ce qui se passe souvent lorsqu'il y a des énoncés d'algorithmiques comme ça, il y a quelqu'un qui présente un algorithme, qui est par exemple celui-là, on regarde si l'un des coins des rectangles est inclus dans l'autre, et l'autre c'est un petit peu, il y a une autre personne qui est un peu un adversaire, qui cherche à trouver le contre-exemple qui va faire rater l'algorithme. Donc alors cette question-là, elle fait partie des exercices qui sont proposés sur la plateforme qui s'appelle FranceIEI, dont vous avez peut-être entendu parler, ce sont eux qui organisent le concours Castor Informatique. Et je vais relater une anecdote. En fait, on a posé ce problème-là à un stage en août 2014. On a fait un stage pour filles de programmation, en fait. Enfin, parce que Prologin avait obtenu un financement de Google où il nous demandait de booster notre pourcentage de filles. Alors, en l'occurrence, on avait 2% de filles à ce concours d'informatique. Et donc, on s'était dit, ça a été un peu difficile la décision, on s'est dit, on va faire un stage de programmation, d'initiation à la programmation avec Python, avec strictement des filles. On a eu l'idée, le problème c'est qu'on s'y est pris un peu tard. Donc, on a lancé ça, les inscriptions en fait à la mi-juillet, et en fait, c'était pour fin août. On avait clos les inscriptions début août, et en fait, on a obtenu une quinzaine d'inscriptions de filles de 12 à 17 ans. Parce qu'en fait, là, on avait mis une condition qui était qu'elles ne devaient pas avoir le bac, sinon on avait peur que des filles de 20 ans découragent des filles de 12 ans à participer. Donc c'était réfléchi. Donc sur les 15 dossiers, on en a retenu 12. Et donc le concours était entièrement gratuit, il se déroulait à l'EPITA pendant une semaine. Enfin, le stage, pardon. C'était à ça. Et donc elles arrivaient, elles n'avaient peu ou pas de connaissances en informatique, et on leur avait dit... On leur avait suggéré de s'inscrire sur FranceIEI, et à un moment, il y avait cet exercice-là qui passait, qui a posé un petit peu qui a donné du fil à retordre à certaines, mais on s'était rendu compte que on leur demandait de tester sur le tableau, et en fait, elles arrivaient un petit peu, et elles ont finalement toutes réussi à le résoudre sans aide particulière. Juste avec alors donc maintenant, nous allons passer à la résolution du problème. Donc, lorsque on se pose cette question pour les deux dimensions, autant revenir à une seule dimension. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour deux segments x1a, x2a et x1b, x2b de déterminer s'ils sont en collision? En fait, on a deux cas simples qui permettent de garantir, qui sont une condition nécessaire et suffisante de non-collision. C'est si jamais x2a est avant x1b, auquel cas on est sûr, donc inférieur ou égal.
on est sûr qu'ils ne sont pas en collision, ou si c'est l'inverse, si le segment bleu est avant le rouge, donc x de b est inférieur ou égal à x1a, là on est sûr qu'on n'a pas collision, et dans tout le reste des cas, c'est sûr qu'on a collision. Et donc à partir de là, pour revenir au problème en 2 dimensions, j'ai juste à vérifier que c'est le cas pour l'une ou l'autre projection, c'est-à-dire si c'est vrai pour les abscisses ou pour les ordonnées. Puisque là, par exemple, si je considère seulement les abscisses des points au coin de ces rectangles, eh bien, je vois que pour x, effectivement, pour l'axe des abscisses, les segments ne sont pas en collision, et donc à partir de là, je n'ai pas du tout besoin de regarder si effectivement en ordonnée c'est le cas, puisque c'est une condition suffisante pour qu'il n'y ait pas collision. Donc cet algorithme-là permet de résoudre le problème dans tous les cas. Et ce qui est bien, c'est que dans les jeux vidéo, on a souvent de la 3D, et c'est aisément extensible à des parallélépipèdes. J'ai juste à écrire la même condition pour la 3e coordonnée, et qui me permet de garantir que j'ai pas de collision. Alors effectivement, là vous me dites que je considère des parallélépipèdes, et que dans la vraie vie, dans les vrais jeux, j'ai des objets plus complexes. Eh bien en fait, on peut faire en fait un pré-test sur des parallélépipèdes qui englobent les objets pour savoir s'il y a peut-être un risque de collision, et auquel cas il faut réfléchir plus loin et passer à des algorithmes plus complexes. Parce qu'en fait, dans les jeux vidéo, on est vachement dans l'économie de temps et de mémoire, en fait. Et c'est pour ça qu'on recourt à ce genre de tests simples qui permettent d'avoir au moins une condition nécessaire de collision. Voilà, je continue sur ma liste de jeux, donc Tetris. J'ai un univers avec une grille qui est unique, elle est bien délimitée, les pièces ne peuvent pas sortir de cet exemple, et elle est vue de côté. Alors le contrôle, voilà, vous le connaissez, c'est aller vers la gauche, aller vers la droite, verticale, et là on a une rotation, mais c'est une rotation donc à quart de tour. Et donc les interactions sont avec les murs sur les côtés, les autres pièces. On a l'impression que du coup c'est assez simple à coder, mais en fait il y a énormément de cas de type de celui qu'on vient de voir, où en fait je me demande si ma pièce là qui est en train de tomber, si jamais elle était collée contre le mur, en fait je ne pourrais pas forcément la pivoter en fait. Donc j'ai des cas où je me demande, effectivement je ne peux pas faire ça puisque j'ai pas le droit de rentrer dans le mur, mais est-ce qu'une pièce qui serait comme ça, elle reviendrait comme ça si je lui demandais de tourner de 90 vers la gauche, etc. Donc en fait, ça fait partie des choses qui font que les jeux de vidéo sont difficiles à implémenter, et parce qu'en fait, on se retrouve avec plein de cas à traiter, et c'est difficile de considérer toutes les situations possibles. Ce genre de choses. Alors maintenant, je vais parler aussi d'un jeu vidéo qui est le serpent, que vous connaissez sans doute sur votre portable. En fait, tout simplement parce que cette grille, en fait, moi, je m'étais demandé, en fait, dans la mesure où le serpent, lorsqu'il passe par au-dessus, en fait, il revient exactement en dessous. Quand j'étais gamin, je me disais qu'en fait, il était sur une sorte de sphère, et en fait, ce n'est pas une description exacte. En fait, il se trouve que si jamais c'était une sphère, alors il mettrait moins de temps à faire le tour par exemple de la ligne tout en haut, que la ligne qui serait à l'équateur. Tandis que là, en fait, il a le même nombre de briques à parcourir, de cases à parcourir pour faire le tour. Dans ce cas-là, en fait, on dit qu'il s'agit d'un univers en tord bidimensionnel, donc c'est assez frappant d'imaginer que dans ce jeu minimaliste, en fait, il y a quand même une notion de topologie qu'on peut poser peut-être à un étudiant. Donc ce jeu-là, il a une rotation donc, de 90 degrés, donc quart de tour, mais là pour l'instant je n'ai considéré que des rotations qui sont dans des grilles. Et en fait des rotations qui peuvent se traduire par des coordonnées des coordonnées simples, des interactions simples. Alors il y a un autre jeu qui est assez connu et qui a un certain âge, c'est celui d'Astéroïdes. Et là pour le coup on a également l'univers en tord bidimensionnel, c'est-à-dire qu'aller vers en haut fait réapparaître en bas.
Les interactions sont avec les projectiles et l'astéroïde. En termes de contrôle, donc on peut avancer vers l'avant et les rotations en fait sont quelconques. C'est-à-dire qu'en appuyant vers la droite, on va tourner comme ça et vers la gauche, on va tourner comme ça. Et donc on a besoin de rotation. Alors je sais que les rotations ne sont pas au programme de collège, néanmoins. Ok, ça arrive, excusez-moi. D'accord. Mais c'est un exemple où effectivement un joueur est amené à utiliser les rotations pour se déplacer. Bon, et ensuite un autre exemple où je vais montrer que finalement en fait la détection de collision elle peut aussi être plus complexe et ne pas se ramener à une simple formule géométrique. C'est donc Bomberman. Alors c'est un jeu où on a des personnages qui posent des bombes et ils ont des obstacles qui sont immuables, hein, qui sont ceux qui sont situés aux coordonnées paires, mettons. Donc, et en fait, et d'autres obstacles qui disparaissent. Et le but, c'est que lorsque je pose une bombe, en fait, elle va créer une étoile de feu, voilà, qui forme un plus en fait, d'une distance qui évolue. Donc là ici, il s'agit de 3. Et en fait, ce feu-là, en fait, détruit tout sur son passage. Bon, donc l'univers c'est une grille qui est unique, délimitée, les contrôles c'est des translations horizontales, verticales, on peut poser des bombes et au bout d'un moment elles explosent. Donc la détection de collision c'est de savoir si jamais un joueur est touché par le feu et auquel cas en fait est-ce que il doit disparaître. Donc la première intuition c'est de se dire bon ben on a juste à regarder si Bomberman se trouve dans l'une de ces cases, c'est-à-dire que si X, Y c'est la position de la bombe, j'ai juste à vérifier ces coordonnées là. X plus K pour K qui va de moins 2 à 2. Voilà, ou X, Y plus K pour K allant de moins 2 à 2. Mais alors, ça, mince, dommage. L'image se trouve ici. En fait, ça ne marche pas au cas limite, c'est-à-dire que dans le coin inférieur gauche, effectivement, il ne faut pas que il ne faut pas que je teste des cases qui n'appartiennent pas à la grille. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Et de plus, la propagation du feu, elle est arrêtée par les cases, c'est-à-dire que les obstacles qui sont inflammables donc, disparaissent, tandis que les autres obstacles ne bougent pas. C'est-à-dire que là, le Bomberman qui est blanc, là, effectivement, si jamais je faisais pas attention à ma condition de collision, ben, en fait, je considérais qu'il est mort, mais non, parce qu'il y a un feu qui l'arrête. Donc là, je dois recourir à un algorithme plus compliqué qui permet de déterminer la propagation du feu dans Bomberman. Et là, c'est un exemple où on a besoin de la boucle while. Donc j'ai juste à regarder pour toute direction en fait, parmi je vais vers la gauche, je vais vers le bas, je considère l'axe des ordonnées vers le bas. Voilà, je vais vers la droite ou je vais vers le haut. Alors j'ai une puissance du feu qui est un paramètre, par exemple là on a vu que c'était 3. Tant que c'était ça et que je me trouve bien dans la grille, eh bien X il va être déplacé de dx. Enfin voilà, Y va être déplacé de DY. Bon, j'imagine que XY c'est bien les positions de la bombe. Et j'augmente C, comme ça je garantis que je ne vais pas plus loin que la puissance du feu. Alors si à ce moment-là je rencontre un joueur, alors il meurt. Si jamais en fait je rencontre un obstacle, alors si jamais l'obstacle est inflammable, il disparaît, sinon il ne disparaît pas. Et à ce moment-là, je dois arrêter la boucle Tanko pour ne pas aller plus loin, chose qui réglerait notre bombe. Donc c'est un exemple pour vous montrer que bon, tantôt, je dois quand même recourir à des conditions plus compliquées pour détecter les collisions dans un jeu. Et donc, c'est un bon exemple puisque c'est très facile de faire des bugs lorsque quelqu'un doit programmer le jeu Bomberman. Et on apprend énormément avec les bugs qu'on fait puisque voilà, moi-même, je m'étais trompé en rédigeant ce code-là. Et voilà. Bon, je vais quand même dire un petit peu quelque chose sur les jeux de tir, même si là, à présent, en fait, je vais considérer de la 3D et que ça devient difficilement au programme. Donc les contrôles, c'est que là, le point de vue, il est directement le joueur. Je peux avancer, reculer, donc faire des rotations quelconques. Toujours dans le même plan. Okay. Ou encore, tantôt peut-être que mon jeu me permet de déplacer la caméra vers le haut ou le bas. Et les interactions, ce sont les projectiles, toujours les murs, les ennemis et les objets. Alors là, en fait, je vais juste l'évoquer.
pour afficher des scènes comme ça, c'est trop coûteux d'afficher tout. Là, par exemple, je reviens à cet exemple-là. Là, imaginez que derrière les caisses qui se trouvent là, j'avais quelque chose de très difficile à tracer, comme, je sais pas, un filet d'eau derrière les caisses. Ben, il ne faut pas que je le traite. Enfin, ça sera inutile pour le rendu final que j'aurai. Donc, on a envie de ne tracer que ce qui est censé être vu par le joueur. Et il y a une technique qui s'appelle le lancer de rayons, c'est-à-dire qu'en fait, on part du joueur et on lance des rayons, et si jamais il touche, en fait, on les lance à travers chacun des pixels qui va être tracé. Et si jamais il touche un objet, ok, bah, je sais quelle est la couleur de ce pixel que je vais afficher au final. Ça permet de réaliser une économie, parce que normalement, il faudrait faire venir les rayons des objets, mais il y en aurait trop à traiter. Donc on fait l'inverse, on part de l'œil, on essaie de voir, et ça permet donc, comme ici, de remarquer que la boule bleue cache la boule jaune, et si jamais en fait la boule bleue était plus grosse, en fait je n'aurais pas du tout à traiter la boule jaune, si la boule bleue était plus grosse que la boule jaune. Alors le lancer de rayons, donc aujourd'hui en fait il y a de la recherche qui est faite de manière à pouvoir faire ça de manière encore plus efficace pour que ça puisse convenir à des jeux vidéo et non pas seulement à des images fixes en 3D. Bon, je voulais aussi dire un mot sur un autre jeu qui a eu pas mal de popularité parce que il joue avec la géométrie, sa propre géométrie. Donc il s'agit de Portal. Donc c'est comme pour un jeu de tir, mais en fait le joueur peut envoyer des portails. Alors, les portails, en gros, il peut en envoyer deux, un qui est orange et un qui est bleu. Et ce qui se passe, c'est que emprunter ce portail-là permet directement de sortir ici. Et donc en fait c'est un jeu de plateforme en 3D et il faut s'aider de cet outil-là parce qu'effectivement donc on se dit bah, si jamais tu as ça, qu'est-ce que tu peux effectivement faire? Par exemple, je peux mettre un portail ici et avec en fait l'énergie qui sera conservée lors de ma chute, je vais pouvoir me retrouver sur cette plateforme-là. Alors il y a beaucoup de jeunes ça a causé beaucoup de réflexions, de remue-ménage de la part des jeunes, de se demander, tiens, mais qu'est-ce que je peux faire à partir effectivement de ça? Toutes les pièces sont des énigmes plus difficiles les unes que les autres, et ça a eu un succès assez dingue. Il y a eu une version 2 de ce jeu. Et ça permet aussi de faire des jeux de miroir, du genre, lorsque en fait, ce portail bleu renvoie sur celui-là, qui voit le portail bleu, c'est pour ça qu'on a un portail bleu dans le portail bleu, tandis qu'ici on a un portail orange derrière le portail orange, puisque ce portail-là renvoie vers celui-là qui a une vue sur ça. Donc ça permet des jeux de miroir. Il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe si jamais je mettais un portail dans lui-même. Voilà, c'est autant de remue-ménage, et enfin c'est assez, je sais pas, c'est assez marrant de voir qu'il y a des jeunes qui se débrouillent tout à fait bien dans ce genre de jeu, alors que la géométrie est tout à fait complexe. Voilà. Et à présent, je vais vous montrer comment réaliser un jeu de casse-briques à partir de zéro. Parce qu'en fait, celui-là, donc j'ai choisi le jeu de casse-briques parce que c'est en 2 dimensions, et tous les axes que j'ai développés, qui sont l'univers, les commandes et l'interaction, eh bien, en fait, ils prennent leur part ici. Et je pense que ça peut tout à fait convenir à une activité qu'on peut faire en cours. Donc l'objet de ça, en fait, c'est de pouvoir permettre ce genre de jeu-là. Donc tout ça, ça sera en ligne, vous pourrez y accéder, je vous donnerai les liens si jamais ça vous intéresse. Et ce qui est intéressant, c'est que à tout moment, en fait, on pourra modifier le code du jeu qui sera ici, juste en réexécutant le code. C'est un petit peu comme Scratch. Moi, je trouve ça super important que les gens puissent, lorsqu'on apprend, en fait, qu'on puisse directement avoir un retour immédiat sur ce qu'on fait. Bon, c'est le cas de Scratch, c'est le cas de Castor Informatique. Et donc, je considère donc une grille qui va être l'univers de mon jeu. Et donc, tous les objets ils restent confinés dans cette grille-là. Et d'abord, donc, je dois destiner un disque plein qui va être ma balle. Donc, je peux considérer de changer son rayon. Voilà. Je peux même considérer de mettre un rectangle, etc. Mais bon, je vais rester là et je peux... ici, en fait, j'ai une commande qui me permet de... Donc tout ça, c'est du code JavaScript. Et je peux considérer d'avoir
un cercle plutôt que d'un disque plein. Mais je vais rester sur un disque. Alors, les jeunes, ils aiment souvent pouvoir mettre leur propre couleur, etc. Donc ici, bon, il y a différentes commandes qui permettent d'obtenir ça. Ça, c'est un code qui permet de dire quelle est la quantité de rouge, de bleu, de vert et de bleu que je souhaite mettre. Et de même, je peux changer la dimension des objets. Enfin, donc ici, c'est les coordonnées du centre, x et y, et le rayon. Voilà. Donc là, ici, j'ai redimensionné cet objet-là. Et on peut aussi rajouter un paramètre de transparence pour qu'il y ait certains objets qui soient derrière d'autres. Le fait, cet exemple de code, en fait, c'est réutilisé aussi dans d'autres outils en ligne comme Khan Academy, où de même, en fait, on souhaite permettre aux jeunes enfin, toujours ce que j'ai dit, d'avoir un résultat immédiat. Alors, je peux ajouter donc de la couleur, et ensuite, bon, c'est intéressant d'avoir une balle, mais il faut la faire bouger. Donc on crée une fonction qui va s'appeler draw, qui vide l'écran, qui trace la balle et qui met à jour sa position auprès d'un vecteur vitesse. J'imagine que j'ai un vecteur vitesse dx, dy pour ma balle. Et donc ici c'est le code pour tracer la balle, et ensuite je mets à jour ces positions via mon vecteur vitesse. Alors déjà on peut remarquer que bon, la balle elle s'en va pour l'instant, parce que le code qui permet de répéter l'instruction de tracer draw, il est ici, où je demande en fait que draw va être réécrit toutes les 10 millisecondes, et c'est ça qui donne l'illusion de mouvement. Alors je peux choisir de faire partir, donc de changer le vecteur vitesse pour faire partir la balle vers la gauche par exemple, voilà, ou en haut à gauche. Oui, tout ça c'est du code JavaScript, et vous n'avez rien de plus pour faire ça que le code qui est écrit là. Mais en fait, si jamais je suis amené à dessiner d'autres choses, comme par exemple des briques, bah, ça peut être bien que je mette ce genre de ligne qui est en fait finalement des instructions qui parlent plus à la machine qu'à moi, dans des fonctions. Je suis en train de faire un Larsen. Non, d'accord, c'est un vrai avion. D'accord. Très bien. Enfin, je sais pas. Donc j'ai créé en fait toutes ces fonctions-là, la cercle, enfin tracer un disque, je vais le mettre dans une fonction à part, rect également, comme ça ma fonction draw elle devient plus claire. D'abord je nettoie le tableau, et ensuite je trace un cercle de coordonnées x, y et de rayon 10. Donc là pour l'instant ça fait rien de plus que ce que j'ai déjà fait. Hein, je me suis juste débrouillé pour rendre mon code plus lisible. Donc, vu que je vais, donc ça c'est ma balle de départ. Mes coordonnées de ma balle de départ, je peux considérer de les mettre ici. Je peux considérer de mettre un vecteur vitesse à 0 par exemple. Il va aller strictement vers le bas. Mince. Voilà. Et l'initialisation, c'est la fonction qui permet de dire que je veux bien me connecter à cet univers pour y tracer tous mes éléments. À présent, maintenant que j'ai éclairci mon code, j'ai envie de faire rebondir la balle. Donc en fait, là, jusqu'à présent, tout le code qui était sur la page, il se trouvait sur le même endroit. Maintenant, je vais mettre toutes ces fonctions-là à part dans un onglet de bibliothèque, de manière à pouvoir me concentrer sur la fonction de dessin. Et donc là, ce que je me dis, c'est si jamais en fait ma balle elle rencontre le segment droit, et bien en fait je vais faire pivoter mon vecteur vitesse, c'est-à-dire que j'ai juste besoin de changer sa composante dx. Voilà, donc dx devient moins dx. Et donc là ma balle rebondit, puisque j'ai la même chose pour dy. Donc cette condition-là, elle permet de vérifier que je me suis cogné à droite, celle-là, elle permet de vérifier que je me suis cogné à gauche. Voilà, ça c'est pour en bas, puisque donc y va vers le bas. Et ça c'est pour au-dessus. Alors là, en fait, donc, on peut se demander comment je fais maintenant pour me débrouiller pour que la balle ralentisse à chaque rebondissement. Alors je pourrais imaginer, je vais faire ça comme ça.
Donc à chaque fois, je vais diminuer lorsque je vais me cogner, je vais diminuer de moitié la composante de mon vecteur vitesse. Mais là, je me mets à ne plus rebondir correctement, puisque je ne rebondis plus avec cette condition-là, justement qu'on connaît, qui est que l'angle doit être le même. Mais c'est parce que, en fait, il faut aussi que je fasse la même chose pour... si jamais la composante d'ordonnée ne change pas de signe, il faut quand même qu'elle soit réduite de moitié. Donc, j'écris... cela. Et là, c'est bon, elle a bien diminué, donc elle ralentit à chaque fois qu'elle se cogne à gauche ou à droite, mais elle garde bien la même direction. Donc, ça me semble un bon exemple les balles dans le billard, c'est du programme de collège, ça fait appel à des réflexions, et là, en fait, on adopte l'approche plus liée à un jeu vidéo, où finalement, on considère le vecteur vitesse, et qu'est-ce qu'il devient lorsqu'il se cogne. Voilà, et ensuite je peux choisir d'accélérer à chaque déplacement. Voilà. Bon, je sais pas où elle est, mais voilà. Alors, mais à présent, donc, il faut quand même que je puisse jouer à ce jeu, donc il faut une raquette. Et je considère que la balle, elle ne rebondira que si on rentre en collision avec la raquette. Donc, ma raquette, je considère qu'elle va avoir 3 paramètres qui vont être sa largeur, sa hauteur. Ça, c'est la hauteur, ça, c'est la largeur. Et ça va être à quel endroit elle va apparaître. Donc, elle va apparaître, je veux que sa coordonnée gauche soit au milieu de la grille. Donc, c'est pour ça que j'ai width divisé par 2. Et là, donc, je la trace avec des coordonnées qui sont les... Alors ici, en fait, donc, les arguments, ce sont le coin inférieur de gauche, la largeur et la hauteur. Cette fonction rect, elle est définie dans ma bibliothèque, quelque part, où je dis, bon, il s'agit de la fonction rect qui est déjà présente dans JavaScript. Je ne fais que l'appeler. Bon, et donc là, je complexifie un petit peu ma détection de collision. Je souhaite que lorsque la balle rentre en collision avec la raquette, elle rebondit, mais donc il faut qu'elle soit contenue, il faut que les coordonnées de la balle soient bien comprises entre paddle X et paddle X plus la largeur, paddle W. Auquel cas, j'ai dy, j'ai le rebondissement, sinon la partie elle est perdue. Donc voilà ce que ça donne, mais là je ne peux pas déplacer ma raquette pour l'instant, donc je suis condamné à voir la partie se terminer. Il faut que j'ajoute un contrôle. Donc pour l'instant, on a bien vu, l'univers c'était assez simple, je suis confiné tous mes éléments sont confinés dans le cadre. Là, on a déjà vu quelques exemples de détection de collision, et il faut rajouter le contrôle. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque j'appuie sur mon clavier, je sais qu'il y a un certain événement qui est déclenché qui est, tiens, il a appuyé sur une touche. Et là, du coup, je vérifie si cette touche-là c'est droite, elle correspond à un code, auquel cas je mets une variable booléenne qui prend vrai ou faux, je dis que oui, la touche droite est enfoncée, ou alors que la touche gauche est enfoncée. Et lorsque j'ai le relâchement, ce n'est pas le cas. Ensuite, je me sers de ces booléens-là pour savoir si je dois déplacer la raquette ou pas. Toujours dans ma fonction draw, voilà, si jamais en fait la touche droite est enfoncée, je déplace le pad de 5 vers la droite, je déplace l'abscisse, j'ajoute 5 à l'abscisse, et sinon je retire 5. Juste avant de tracer effectivement le pad. Et voilà, auquel cas ça marche. Et j'ai toujours ces conditions-là qui font que la partie se termine lorsque j'arrive là. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter les briques. Et alors, pour ce faire, en fait, je considère que mes briques vont être dans... Je vais avoir en fait une variable qui va contenir... ça va être une sorte de matrice. Et donc, brique IJ, ça va valoir 1 si jamais il y a la brique et 0 sinon. Donc, au début, elles sont toutes là.
Ça consiste juste à créer ça. Enfin, je fais une boucle pour pouvoir remplir tous les éléments de mon tableau à 2 dimensions. Et je trace les briques si elles n'ont pas été démolies. Voilà, ça, ce sont des petits artifices qui permettent de savoir où se trouvent les briques. Et à présent, alors je veux savoir si la balle elle va être rentrée en collision avec une brique. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai un petit artifice. À partir des coordonnées x, y de la balle, je les renormalise de manière à savoir est-ce que je suis dans... Enfin, ici, je vais considérer que c'est 0, 0. Ici, ça va être 0, 1. Pardon. Donc, je veux connaître... Je vais faire une transformation des coordonnées en faisant ça. C'est-à-dire la division entière de l'abscisse par la taille d'une... les dimensions d'une brique. En fait, il se trouve que, enfin là je me simplifie la vie puisque de toute façon les briques sont en haut et que je commence les coordonnées à partir d'en haut, donc je n'ai pas de changement de repère qui est trop difficile à exprimer. Et si c'est le cas, donc je fais rebondir la balle et je dois marquer la brique comme démolie. C'est-à-dire si la brique existe, en plus du fait que je me trouve effectivement dans le lieu des briques, c'est-à-dire que là je ne sais pas combien j'ai mis de... Voilà, il y en a 5 par 5. Si jamais la y, je pourrais juste regarder si row est inférieur à n rows. Eh bien, donc je sais que je me trouve dans le lieu où il y a des briques. Je dois vérifier que voilà, row est supérieur ou égal à 0, qui sont mes coordonnées dans le nouveau repère. Et effectivement, les briques vont disparaître. Et j'ai toujours le déplacement. Voilà, j'ai juste ajouté ça pour la détection de collision pour les briques. Et à présent, bon, on peut apporter quelques touches comme des couleurs et aussi en fait faire une raquette parce que là, par exemple, ici en fait la balle, peu importe, bon là j'ai le cadre qui m'embête, mais peu importe où tombe la balle, enfin je sais que le vecteur vitesse, la composante abscisse du vecteur vitesse est toujours la même. Donc c'est-à-dire que la balle rebondit toujours de la même manière. Alors ça ne m'intéresse pas. Moi ce que j'aimerais bien, c'est comme dans le vrai jeu de casse-briques, que selon où j'atterris sur la balle, selon le lieu d'atterrissage, elle emprunte une direction différente. C'est-à-dire si la balle retombe pile au milieu, alors son vecteur, dx vaut 0. En fait, j'ai juste à considérer la coordonnée. Donc cette expression-là, elle vaut 0 si jamais x vaut exactement paddle plus paddle w sur 2, c'est-à-dire paddle x plus la moitié de la raquette, auquel cas ça vaudra 0, et sinon j'ai une valeur qui sera plutôt négative si j'atterris dans cette condition-là, et d'autant plus de valeur absolue d'autant plus grande que je me trouve aux extrémités de la raquette. Et voilà, ça permet de déplacer. Et en fait, il y a aussi un autre ajustement qui est fait au code qui est que ici, si vous regardez bien, mon rebondissement, en fait, il se fait... Alors, je vais essayer de le faire en faisant rebondir. La balle, elle n'apparaît pas vraiment sur la raquette, là. Elle s'est enfoncée. C'est parce que je considère le centre de la... toutes mes détections de collision, je les fais à partir du point qui est le centre de la balle. Alors, je vais changer, en fait, en ajoutant la taille de la balle. Voilà. Je prends en compte la paroi de la balle et non son centre, ce qui permet d'avoir une vraie balle qui est tombée. Voilà. Et donc c'est à peu près tout. Là on a vu un véritable jeu, là c'est vraiment un jeu jouable, et à partir de tout ce qui est univers, détection de collision. Alors je voulais terminer la présentation en mentionnant quelques initiatives liées à l'expérimentation par les élèves. Donc, je ne sais pas si vous connaissez code.org. Est-ce que vous avez entendu parler? Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de code.org? Okay. C'est donc un site qui consiste qui souhaite faire 1 heure de code à chaque personne. Il y a une semaine qui est consacrée à ça, début décembre. Et en fait, ils ont eu une idée géniale c'est qu'ils ont eu un partenariat avec Disney pour faire intervenir les personnages de la Reine des Neiges dans leurs animations. Et donc là, vous avez en fait quelque chose qui correspond à Scratch. C'est
c'est les mêmes types de blocs que dans Scratch, mais dans le navigateur. Et donc code.org/frozen, c'est la version avec la Reine des Neiges, où on aide la Reine des Neiges à tracer des jolies figures sur la glace. Donc ça commence doucement, avec lors du lancement, il faut avancer de 100 pixels. Si vous allez sur code.org/frozen, vous pourrez changer la langue. Au départ c'est en anglais, mais en bas de la page on peut changer la langue en français. Mais après il y a des exercices plus difficiles où on doit dessiner des véritables rosaces. Et que là, du coup, on doit recourir à des rotations, mais bon, elles seront au programme, tant mieux. Et donc, par exemple, ce bloc-là, j'ai pas eu à le coder. C'est un bloc qui permet de faire un parallélogramme. Tout ce que je dois faire, c'est trouver la valeur, enfin, de quel angle je dois tourner à droite, et combien de fois je dois répéter cette instruction. Donc, comme je dois répéter 10 fois, eh bien, il se trouve que c'est 36 degrés, mais alors au départ, si on fait n'importe quoi, ça fait ça, et tout de suite, enfin, dès qu'on se trompe, dès qu'on exécute et qu'on se trompe, il donne des éléments de réponse du genre « Attention, ne te décourage pas, fais ça comme ça ». Et lorsque en fait, on réussit, il propose même d'imprimer le flocon en question et de le partager sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai l'impression que du coup, les jeunes se disent « Ah tiens, il y a une figure et c'est moi qui l'ai construite ». Et, enfin, ça a l'avantage de faire de la géométrie à des jeunes et d'en plus de faire des choses jolies de manière interactive. Et je vous ai pris quelques exemples de castor informatique, qui est donc cet exercice où je cherche à faire atterrir les rayons dans cet endroit-là en ajoutant seulement un miroir à un moment. Bon, du coup, avec quelques tâtonnements, enfin, ou alors en retraçant le trajet, on finit par trouver. Et un autre exemple que j'avais trouvé très sympa, c'est où en fait on doit construire une suite d'instructions à partir de morceaux d'un dé que je souhaite allumer, et je peux tourner le dé. Et mon but, c'est de faire un 6. Donc en particulier, je ne devrais pas me servir de cet élément-là. Ici, ça consiste à dire, bon, ben, je vais colorer ces points-là, ensuite je vais colorer ces points-là, ensuite je tourne des 90 degrés, je colore encore ces points-là, et ensuite si je tourne des 90 degrés, j'obtiens bien ça, et du coup, c'est réussi. Et pareil, c'est également c'est interactif, et la personne peut voir exactement ce qu'elle a fait, et peut-être ça permet d'aider à visualiser ce que l'étudiant fait. Et j'avais remarqué une citation je crois que c'est une petite fille d'une bibliothèque, Comté de Mercer, qui disait que coder c'était un peu comme un super pouvoir puisqu'elle pouvait construire quelque chose par elle-même. Et je ne peux pas parler de géométrie, donc j'arrive à la fin de ma présentation, et je ne peux pas parler de géométrie dans le jeu vidéo sans vous montrer l'un des projets de recherche de Microsoft. Alors, il faut que je retire ça. Alors, j'avais vu ça, c'était une vidéo qui est apparue il y a 2 ans. On s'était demandé, parce que je croyais que on croyait que ça apparaîtrait dans la dernière Xbox, mais apparemment c'est trop coûteux pour être commercialisé. En fait, c'est un nouveau projet qui consiste à rendre les jeux de tir, par exemple, enfin les jeux en 3D en point de vue, plus immersifs, en projetant des éléments en fait hors de l'écran. Vous allez voir, voilà, c'est. En gros, on considère un petit boîtier là qui est posé sur la table et qui va projeter plus que l'écran. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Et enfin donc il mascane, et lorsqu'il y a en fait une distorsion, genre lorsque la personne s'est cognée, en fait on peut faire un peu du flou autour. Voilà, faire neiger dans la pièce. Our vision for a productized aluminum system is an ultra-wide field of view device that sits on the user's coffee table and can cover a large area surrounding the television. Our current prototype uses a commodity wide field of view projector. En espérant que ceux qui jouent à ça se demanderont aussi un petit peu ce qu'il y a derrière et pas juste d'être immergés dans ce monde. The aluminum system is self-calibrating and designed to work in any living room. Parce que c'est vrai, après tout, je peux balancer des rayons dans plus de dimensions que l'écran juste de ma télé si jamais je dispose de plus d'espace. Donc c'est pas beaucoup plus difficile, quoi. C'est juste, mais par contre c'est beaucoup plus impressionnant.
with the game's reality. Voilà. Instead of simply extending the game content, one can focus only on the high contrast features, for example, highlighting only the edges. With Focus plus Context selective, only certain game elements escape the television. For instance, with a first-person shooter, we can bleed only weapons fire or explosions out of the television. We can also display markers representing other characters or key items in the game. The room furniture can be used to mask out some areas, making it appear that the game is being played beyond the wall of the room. Illumiroom can change the appearance of the room to match the mood of the on-screen content. For example, one can saturate the room colors, make the room appear black and white, or highlight the room's edges. By distorting and reprojecting the room texture, it is possible to warp reality and make it appear as if the room itself is responding to the game. We can also generate completely abstract illusions, which greatly enhance the peripheral motion, but do not borrow content from the game or the room. With the snow illusion, snowflakes can be affected by the speed of the race car, but they can also bounce off the real furniture or accumulate on the floor of the room. Donc, je vous remercie de votre attention. Et vous pouvez trouver exactement les slides de cette conférence sur cette adresse. Ah, et le casse-brique, il s'y trouvera aussi. Enfin, donc le casse-brique pour pouvoir expérimenter directement et modifier le code. Voilà, et je suis prêt à écouter vos questions si vous en avez. Oui. D'abord, merci pour cette présentation. Vous avez impressionné par le prouesse. Il y a un micro qui arrive, mais je ne sais pas d'où. Sinon, je vous passe le mien. Non, mais s'il n'y a pas de micro, c'est pas grave. Oui. En fait, je répéterai la question, c'est pas grave. Si je me déplace, enfin, je suis plus filmé, mais c'est pas grave. Ok. Ah, dans la pochette. Ok, très bien. En attendant, une petite remarque. Oui. Vous vous félicitiez du possible retour de rotation, mais attention, vous évoquez les parallélogrammes, eux, ils sont en ballottage tout à fait périlleux. D'accord. Alors, la question est toute simple. Il existe une bibliographie abondante anglo-saxonne sur le sujet. De nombreux ouvrages traitent de la question, l'intervention de la géométrie, mais pas seulement de la géométrie, des mathématiques en général, dans la conception des jeux vidéo. Est-ce que vous savez s'il est prévu des adaptations en français de ces best-sellers? Et est-ce que vous en avez déjà vu dans des bibliothèques, pourquoi pas, dans des établissements scolaires un jour? Non, c'est vrai que je ne sais pas, et le peu de livres que j'ai vus qui parlaient de lancer de rayons étaient en anglais, en fait, les bons. Donc j'en ai plus vu dans les ADS quoi, en français que dans ce genre de documents. Donc non, je ne connais pas. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vaguement l'impression que dans l'histoire du déplacement de la boule, il y avait les X et les Y qui se faisaient modifier, mais qui n'arrêtaient pas de se faire modifier si on en est revenu au départ. Non, c'était Bomberman. D'accord. Si vous pouvez remettre, ah, il y a peut-être une erreur dans mon code. C'est un test parce que de même qu'on se demande si une chose mathématique est juste, voilà, on peut se demander si l'algorithme est juste. Ah oui, c'est vrai, c'est faux. C'est faux. Que X et Y n'arrêtez pas de changer, on ne reprenne jamais à l'heure au départ. C'est vrai, effectivement. En fait, après la boucle tant que, il faudrait que je remette X, Y là où se trouvait l'explosion. Sinon, mon algorithme va se déplacer comme ça, dans les quatre directions. Bien vu, Robert. Ok. C'est une anecdote, mais c'est un élément un peu spécifique de l'algorithmique et de l'informatique en général, qu'on rencontre moins en maths, c'est se confronter au faux, aux productions erronées. En mathématiques, en général, le prof est juste,
et les élèves font beaucoup de faux. En informatique, tout le monde fait du faux. Et c'est une posture didactique assez différente. Moi, si vous pouvez commenter ce problème très quotidien. D'accord, ouais. Ben, en fait, on apprend énormément par les bugs de quelque chose comme ça. Et enfin, comment dire, à Prologin, par exemple, j'ai été très amené à. Enfin, lorsqu'on doit tester un algorithme, on a toujours à créer des. Enfin, par exemple, pour le problème de collision des rectangles, on se dit bon bah il faut vraiment que aucun exercice enfin, aucun algorithme qui est faux passe les tests. Ça veut dire bon par exemple. Pour vous donner un exemple, ça serait si jamais en fait je considère que des tests, les tests étant des instances de rectangles, des coordonnées de rectangles, si jamais je ne considère que des rectangles qui vont effectivement rentrer en collision, eh bien quelqu'un qui fera un algorithme qui renvoie juste vrai, c'est-à-dire il y a toujours une collision, bah, il va passer tous les tests, puisque juste j'aurais mal calibré mes tests, hein, j'aurais pas permis d'illustrer en fait l'échec dans son code. Donc on doit vraiment, on se place toujours en adversaire de savoir bon ben qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour piéger sur des cas limites un code parce que je ne suis pas à même de savoir ça. Après il y a tout un travail qui est fait sur la vérification de programme, mais je ne suis pas spécialiste. Oui. Sinon je peux parler assez fort. Vous parlez du fait que vous avez fait un appel pour recruter des jeunes pour des concours. Est-ce qu'il existe des associations, des structures, des gens, des personnes qui accompagnent ça, ou bien alors ces gens que vous avez rencontrés, comment sont-ils formés? Ils sont formés par eux-mêmes, voilà. Parce que l'idée c'est que, bon, on voit que c'est l'avenir, mais il me semble que pour avoir plus de gens, il faut accompagner ces personnes-là. Est-ce qu'il existe un réseau de personnes qui... Voilà, c'est la question. D'accord. Mais est-ce que vous demandez si, enfin, par exemple, l'association qui organise ça, enfin, c'est une association qui organise ce concours, qui est des jeunes étudiants, et après, donc, les candidats, c'est souvent des anciens candidats, ils en ont entendu parler via des amis, ou enfin, il y avait un site qui s'appelait le site du zéro, qui s'appelle maintenant Open Classroom, dont vous avez peut-être entendu parler, et la majorité des gens venaient, enfin, qui avaient connaissance de ce concours venaient de là. En fait, si on voit par exemple les épreuves Si on voit les épreuves de Prologin, par exemple, qui sont quand même d'un certain niveau, comment les jeunes qui participent à ça se sont formés? En ouais, je vois, oui, mais enfin, majoritairement en autodidacte, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Après, il y a des clubs d'algorithmique dans certains lycées, donc c'est toujours fait un petit peu comme ça. Il y a une structure qui s'appelle France IOI qui prépare l'équipe de France aux Olympiades. Ils font des stages d'algorithmique vachement poussés. Et il y a aussi d'autres initiatives qui s'appellent Algorea, qui sont tout autant de concours en ligne, mais c'est des structures qui émanent un petit peu comme ça. Et on apprend pendant l'année, et je sais que moi j'ai énormément appris en me plantant au concours Prologin, etc. Je vous remercie. C'est une autre différence entre mathématiques et informatique, mais qui peut être stimulante, c'est qu'en maths, il y a beaucoup d'apprentissage formel et un peu d'informel, et en informatique, c'est l'inverse. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'on apprend par les ratés. Enfin, c'est... Je ne suis pas complètement d'accord avec ce que dit Robert. Il faut du formel aussi en informatique, et dès qu'on commence à en faire sérieusement, ça arrive très vite. Non, la question que je voulais poser, elle était... par exemple, quand je prends l'exemple du casse-brique, j'ai quand même l'impression qu'en Scratch, on va le faire presque plus facilement parce qu'on va utiliser des notions de programmation objet qui sont inhérentes à Scratch et dont on ne dispose pas ici et qui vont en fait simplifier, par exemple, le comportement des différents objets, la sélection des collisions, etc. Et en fait, c'est vraiment indiqué que le casse-brique en Scratch, ça s'écrit, c'est presque encore plus facile que ce que vous avez vu aujourd'hui, donc n'hésitez pas à le... Oui, ce que je voulais dire justement, c'est que en Scratch, il me semble qu'il y a une fonction pour dire rebondir. Voilà. Et donc, là, ça occulte toute la question justement géométrie qui consiste à voir bon, ben, comment je fais pivoter ce vecteur vitesse.
Et du coup, je trouve ça, en fait, pour le coup, si on reste sur cette, enfin, juste pour dire un dernier mot, sur cette, ce comportement-là de détection de collision contre un mur, c'est amusant de voir, de confronter en fait. J'ai vu qu'il y avait des énoncés de troisième qui consistaient à dire, bon ben alors, si je puis tracer ça, j'ai vu un énoncé de troisième qui consistait à dire, ah tiens, je souhaite savoir sur quel point ici, sachant qu'ici j'ai x, je dois envoyer ma balle de manière à ce que que je puisse repasser par deux points A et B donnés. Voilà, sur quel point M, quelle est la valeur de x qui me permettra de faire rebondir. Eh bien, donc c'est une première approche de faire. Ensuite, demander à un jeune si jamais j'envoie la balle comme ça, sur quelle case en fait je vais atterrir. Bah, le jeune il peut faire ça en fait en traçant une ligne droite, puisque en traçant des copies du jeu de manière à savoir à terme sur quelle case il va atterrir. Et ici on a une autre approche qui consiste à se demander, bon ben si jamais j'ai mon vecteur vitesse qui a dx et dy, hein, qu'est-ce qui se passe lorsque je rencontre ici. Donc c'est deux approches que je trouve qui sont complémentaires et ça pourrait être intéressant de les confronter. Voilà, c'est tout.